Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition du Monde Moderne. Notre invité aujourd'hui est Laurent Mauduit. Il a été directeur de la rédaction du Monde, cofondateur de Mediapart et il a sorti un livre qui s'appelle Main basse sur l'information qui explique comment le paysage médiatique français est en fait verrouillé par quelques grands propriétaires et qui fait que l'information n'est pas forcément une information libre ou éclairée. Bonjour, Bonjour. Monsieur Mauduit. La première question, c'est ce constat français, finalement, de grands propriétaires de presse qui sont également des grands industriels. Est-ce que c'est une exception française et quel problème ça pose aux citoyens, finalement, d'être informés de cette façon-là? Oui, c'est une exception française parce que tous ces milliardaires qui possèdent la presse ont tous pour signe distinctif de ne pas avoir la presse pour métier. Il y en a un, Bernard Arnault, son métier c'est le luxe, un autre, Serge Dassault, c'est avionneur et marchand d'armes, Xavier Niel qui a racheté Le Monde et ensuite l'Obs avec deux autres associés, son métier c'est fournisseur d'accès à Internet et à la téléphonie. Bon bref, ils l'ont acheté non pas comme industriel, comme vous l'avez suggéré, mais comme dans une logique d'influence. Et donc c'est très différent des logiques des autres grands pays. On aime ou on n'aime pas la presse allemande ou la presse anglo-saxonne, mais en Allemagne, le groupe Bertelsmann, son métier, c'est la presse. Le groupe Murdoch, dans les pays anglo-saxons, c'est la presse aussi. Et donc, on est très en France dans une logique, en fait, très, très ancienne. Hein, c'est la logique de la presse sous le Second Empire. En fait, ça n'a pas beaucoup changé. À l'époque, qui possède la presse? Il y a le duc de Morny, qui est le demi-frère de l'empereur. Il y a le spéculateur Jules Mirès qui spécule à l'époque non pas sur les télécoms comme aujourd'hui, mais sur les chemins de fer, et qui les deux amènent par ailleurs, donc ces journaux les aident pour leurs affaires et les asservissent au service de l'Empire. Notre système de presse n'a pas changé, on est dans un capitalisme de connivence, avec une presse de connivence. Quand même, depuis le Second Empire, les choses ont évolué. On a eu une période où il y avait l'Aurore, Jaurès, des grands journalistes, l'affaire Dreyfus, et puis la Libération aussi, où là, il y avait quelque chose qui faisait que la presse pouvait être libérée de ce poids des lobbies et de la finance. Il y a, de mon point de vue, une époque fondatrice pour une presse libre et indépendante, c'est l'époque de la Libération. Quelques mois avant la Libération, il y a le programme du Conseil national de la résistance, et il faut, c'est la citation exacte, rétablir la liberté de la presse, son honneur et son indépendance vis-à-vis des puissances financières. Voilà ce que dit le CNR. Et donc, c'est aussi ce que disent à l'époque de grands intellectuels. Albert Camus, par exemple, dans ses éditos pour combat, répète sans arrêt « Il vaut mieux une presse pauvre et libre qu'une presse riche et asservie ». Voilà. Et donc, à l'époque, en application de ce principe du CNR, toute la presse cherche les modalités juridiques de son indépendance et dans des formules différentes. Donc Le Monde, quelques années après la Libération, en 1952, invente une formule qui est un journal propriété de ses journalistes, donc un modèle juridique que Libération copiera 20 ans plus tard à sa création, ou d'autres journaux comme Le Courrier Picard, Le Parisien Libéré ou Le Dauphiné Libéré prennent le modèle de la coopérative ouvrière. L'idée, c'est simple, c'est d'ériger une muraille de Chine entre les rédactions et les propriétaires. Et en plus, il y a des obligations à ce que l'actionnariat des journaux soit connu. Et s'il fallait résumer notre histoire, l'histoire de la presse depuis cette époque, depuis 70 ans, c'était l'histoire d'une dissolution de ce principe. En clair, la muraille de Chine s'est d'abord un petit peu effritée, elle s'est lézardée. Et là, depuis 2010, on a assisté à l'effondrement définitif de cette muraille de Chine. Pourquoi est-ce que je dis 2010? Parce que c'est le début des très grandes opérations. Xavier Niel avec Mathieu Pigasse et Pierre Berger qui rachètent Le Monde, et ensuite en 2014 l'Obs. C'est Patrick Drahi qui rachète Libération, l'Express, et qui va monter au capital de Next Radio TV, c'est-à-dire de BFM, de RMC et d'autres médias. Et puis c'est Vincent Bolloré qui met la main sur Vivendi et donc qui prend le contrôle de Canal et de iTélé. Et donc ce sont la constitution d'immenses empires. Mais l'important, à mon avis, c'est pour ça que c'est très grave ce que nous vivons, c'est que cette normalisation économique se double, on s'en doute, d'une normalisation éditoriale ou d'une violence éditoriale. Et donc, c'est notre triste actualité, c'était l'actualité de iTélé, scandaleuse, dire qu'on force une rédaction, à travailler avec un Morandini mis en examen pour corruption aggravée mineure, ou qu'on la force
à obéir à des instructions publicitaires, ce qui est la négation du métier de journaliste. Je veux dire, toutes les chartes de journalistes prohibent absolument la confusion entre information et communication. Et donc voilà, en fait, on a vécu une double normalisation, économique d'abord, les journaux ont perdu leur indépendance, et éditoriale parce que je pourrais vous donner 10 exemples de censure, d'autocensure, en fait, d'abaissement de la qualité de l'information. Mais est-ce que justement cet abaissement, il est ressenti par les lecteurs, par les citoyens? On voit bien qu'il y a une limite. On l'a vu avec l'élection de Trump, le fait que finalement les journalistes sont aveugles, enfin ceux-là, parce qu'ils ne veulent pas dire les choses. Il y a une espèce de voile particulier que l'actionnaire veut bien laisser croire. Est-ce que ce n'est pas la fin un peu de ce modèle-là? Est-ce qu'aujourd'hui on ne voit pas éclore davantage de médias indépendants comme a été Mediapart? Si, c'est-à-dire qu'on sent bien qu'en France, à tous les facteurs de crise de la presse, mutation technologique, récession publicitaire, en France, ça surajoute un autre, une crise de dépendance. Et de cette crise, les citoyens ne sont pas dupes, parce que regardez bien la crise de certains médias. Prenez un exemple, Libération, qui, par plans sociaux successifs, a perdu les forces vives de sa rédaction. C'est un journal qui a été déserté par ses lecteurs, et donc maintenant qui vit sous subside public massif. Sur 2 € le quotidien, l'État apporte 23 centimes. Et donc on sent bien qu'il y a une crise de dépendance, et puis globalement sur la profession de journaliste pèse un discrédit qui est malheureusement souvent justifié. Les citoyens sont en relation de défiance. Et donc du coup, l'un des enjeux, je trouve, de cette période pour les journalistes, c'est de reconquérir le crédit perdu, de renouer, ce qui est compliqué, un lien de confiance avec les lecteurs. Et donc l'enjeu de la bataille professionnelle, qui est aussi une bataille citoyenne, c'est, je trouve, ça a été en tout cas nous, notre cheminement à Mediapart, de fonder un journal indépendant pour donner des gages d'honnêteté et de sincérité aux citoyens. Regardez, nous sommes indépendants, nous ne sommes prisonniers que de notre propre médiocrité. Pardon, dans la vie humaine, c'est déjà bien suffisant. Et puis, se bagarrer pour fournir aux citoyens une information libre et honnête. Et j'insiste sur un point, c'est que donc, ce n'est pas une bagarre professionnelle. La liberté de la presse, c'est le cœur de la démocratie. Victor Hugo dit le suffrage universel, la liberté de la presse, l'un est consubstantiel à l'autre. Un citoyen ne peut pas exercer son droit de vote s'il n'a pas les éléments de compréhension de comment la cité évolue et bouge. Justement, revenons sur les aides d'État. Il y a quand même là aussi un vrai problème, puisque les pouvoirs publics ont un rôle à jouer dans ce soutien à la presse indépendante, mais au final, la plupart de l'argent dépensé en aide d'État revient à ces quelques milliardaires qui sont déjà propriétaires des titres de presse et qui bénéficient d'une manne publique alors qu'ils pourraient largement financer leurs titres. Oui, c'est l'aspect... En fait, la crise de la presse que nous vivons, qui est en fait une crise de la démocratie, la puissance publique, et en l'occurrence le gouvernement actuel, joue un rôle moteur. Alors, de plusieurs façons. D'une part, en ayant une politique publique et une politique financière qui vise à verrouiller le système en défense des oligarques et des milliardaires qui possèdent la presse pour empêcher l'arrivée des nouveaux entrants. Donc, les aides directes, c'est un scandale. J'ai fait un article il y a quelques semaines sur Mediapart donnant les derniers chiffres connus. 45% des aides directes à la presse vont aux 5 milliardaires les plus importants. Et donc nous, à Mediapart, et le syndicat professionnel auquel Mediapart appartient, qui est le syndicat professionnel de l'information indépendante en ligne, le SPIL, auquel adhèrent beaucoup de pure players, recommande la suppression des aides directes. Pourquoi donner 10 millions au Figaro, 10 millions au Monde, 8 millions à Libération? Quels critères? Non. La seule bonne politique publique, c'est d'aider l'écosystème de la presse. Par exemple, une TVA ultra basse. Parce que ce n'est pas une aide aux journaux, c'est une aide aux lecteurs. Donc c'est un acte citoyen pour les aider à acheter un journal à petit prix. Voilà. Et puis plus globalement, quand vous regardez ce qui se passe, c'est que la puissance publique défend les milliardaires qui possèdent la presse de manière parfois éhontée. Regardez ce qui s'est passé à iTélé. C'est quand même assez rare d'assister à une grève courageuse, une grève éthique contre une violation des principes démocratiques
tels que ceux auxquels Vincent Bolloré a procédé. Or, qu'a fait le gouvernement? Rien. Rien. Il a attendu 1 mois pour que la ministre du Travail reçoive les grévistes, comme si c'était un conflit du travail, alors que tout le monde savait que c'était un conflit éthique. Donc au cœur de l'exigence démocratique. Et puis par ailleurs, on a appris dans le livre des 2 journalistes du Monde quelque chose de stupéfiant. Donc c'est entre guillemets dans la bouche de François Hollande. Il dit « Oh là là, quand il y a eu la dernière renégociation des droits télévisés du foot, j'ai eu très peur que tout aille à Bing, vous savez, la chaîne qatari. Or, si ça avait été le cas, c'est la mort de Canal. J'ai donc appelé l'émir du Qatar pour lui dire non, non, il faut faire 50-50. Donc c'est une entente donc, de l'égopole. Ça suggère que le chef de l'État a pu éventuellement truquer un appel d'offres, ce qui est tout de même gravissime. Et 2, ça veut dire que François Hollande était là en soutien pour défendre Vincent Bolloré. Or, ils n'ont pas soutenu la rédaction. Et donc, dossier par dossier, quand vous étudiez la position de la puissance publique, vous êtes stupéfait, c'est que vous êtes dans une relation de consanguinité entre les milliardaires qui gèrent la presse et la puissance publique. Sous Sarkozy, c'était flagrant, c'était le capitalisme du Fouquet's. À la soirée de victoire de Sarkozy, il y avait tous les patrons de presse. Y compris Bolloré. Avec Hollande, c'est moins visible. La relation n'est pas aussi amicale ou quasi familiale telle que ça l'était avec Sarkozy, mais les mêmes relations consanguines ont subsisté. C'est ce qui fait que le système de candidats continue, c'est-à-dire que chaque grand candidat va être un candidat qui va assurer la continuité des aides à la presse de cette désinformation. Oui, il y a un aspect très, très stupéfiant. Par commodité d'expression, j'appelle ça le capitalisme de la barbichette. Pardon pour mon intervieweur. Je te tiens, tu me tiens, on se rend des services mutuels. Pourquoi je dis ça? Prenez l'exemple très, très choquant du licenciement pour motif politique d'Aude Lancelin, qui était le directrice adjointe de la rédaction de l'Obs. Elle a fait un livre donc, qui a eu le prix Renaudot Essai, Le Monde Libre. Donc, on sait que donc, dans l'histoire du groupe Le Monde, l'Obs, c'est sans précédent. Il n'y a jamais eu de licenciement pour motif politique. Là, le licenciement pour motif politique est avéré. Pourquoi ? La suspicion est assez simple. C'est que Xavier Niel, propriétaire du groupe Iliad Free, c'est-à-dire la téléphonie mobile et fournisseur d'accès à Internet, la téléphonie mobile, l'itinérance, c'est-à-dire que la transmission des données téléphoniques transite par le réseau d'Orange. Free est lié par un contrat d'itinérance avec Orange. Donc Xavier Niel est en contact permanent avec un groupe dont l'actionnaire principal est l'État. Orange. Oui. On peut raisonnablement penser, surtout quand on connaît les rendez-vous que François Hollande a eus avec Xavier Niel, que l'année de la renégociation du contrat d'itinérance de Free via Orange, Xavier Niel a pu dire à François Hollande vous vous inquiétez que l'Obs, le dernier journal qui vous soutienne, vous craignez qu'il vous échappe parce que Aude Lancelin est peut-être réputé un peu plus à gauche. Ne vous inquiétez pas, je vais faire le ménage. Voilà ce type d'échange de services mutuels auquel ce système de capitalisme de connivence peut pousser. Et tout le monde y perd. Donc, dans votre livre aussi, est-ce que vous dressez des pistes un peu? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aujourd'hui que les lecteurs retrouvent une presse libre, retrouvent goût à l'information et non pas à la désinformation? Écoutez, il y a 2 grandes séries de mesures possibles. Il y a d'une part pour freiner les dérives actuelles et d'autres types de mesures pour aider à l'émergence d'une presse indépendante et nouvelle. Pour freiner les dérives actuelles, c'est assez simple. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de nouvelles lois anti-concentration? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des mesures de protection des rédactions? Je vous donne juste une mesure. Pourquoi est-ce que les rédactions, publiques ou privées, n'ont pas des droits moraux? Des droits moraux, c'est quoi? Le droit de voter pour adouber son directeur de la rédaction ou éventuellement pour le révoquer s'il y a un manquement en matière d'honnêteté de l'information. Si la rédaction dite télé avait eu des droits moraux, la grève n'aurait jamais eu lieu. Le conflit aurait été réglé. Et puis pour aider à l'émergence d'une presse libre et indépendante, je vous donne juste un exemple, mais il y a beaucoup de mesures possibles. Nous défendons, nous, l'idée de créer un statut juridique innovant
de sociétés citoyennes de presse dans lequel les citoyens seraient invités à investir, à apporter leurs petites économies avec une aide de l'État qui pourrait être sous la forme d'une défiscalisation, de sorte que soit un statut juridique protecteur de journaux qui ne pourraient plus être achetés, qui auraient un statut de non-profit organization, de société à but citoyenne. Voilà, c'est une mesure assez simple à prendre, qu'un journal ne soit pas une marchandise, qu'on ne puisse pas l'acheter à l'encan, et du même coup, ce qui conduit au comportement des milliardaires. Comme ils pensent qu'ils peuvent tout acheter, ils pensent aussi qu'ils peuvent tout se permettre. On pourrait inventer un statut juridique où ceci ne serait pas possible. Ça nous renvoie au débat de tout à l'heure sur à la Libération, coopérative ouvrière ou journal propriété de ces journalistes. Voilà. Et c'est d'autant plus urgent à faire qu'on est dans un basculement technologique. C'est l'heure d'Internet. Donc ça ouvre des fenêtres de liberté. Et donc il y a un enjeu professionnel qui est transposé sur Internet, les règles et les procédures de la presse de qualité. Mais il faudrait qu'il y ait un statut juridique qui fasse que la liberté et l'indépendance soient absolument pérennes et sauvegardées. Qu'on arrive à faire pour les médias ce qu'on a fait à l'AFM dans les années 80, enfin libérer un peu la parole et autoriser les Oui, mais encore une fois, il faut trouver, se replonger dans le contexte de la libération qui dit, voilà, il faut une muraille de Chine. Et on pense que, vous savez, au début de la Troisième République, on vit une révolution industrielle majeure. Il y a l'électricité. L'électricité conduit à l'automatisation, au Fordisme. Pour la presse, ça conduit à l'imprimerie. Donc ça ouvre l'époque de la presse de masse. Et la Troisième République a l'intelligence à l'époque de se dire qu'à cette grande révolution, il faut une grande loi. Et c'est pour la presse la loi de 1881, qui est une très grande loi progressiste, article 1, la presse est libre, la presse et l'imprimerie sont libres. C'est la loi qui est toujours aujourd'hui en vigueur. Or, on vit une nouvelle révolution technologique aussi importante que l'électricité à la fin du 19e, donc c'est Internet, le numérique. Il faudrait, à l'heure du numérique, une grande loi progressiste pour garantir, dans les conditions nouvelles, la liberté de la presse, mais garantir aussi la protection des lanceurs d'alerte, garantir le droit d'accès des citoyens aux documents administratifs, peut-être plus même le droit d'accès aux documents sur les entreprises, dès lors que les entreprises sont aidées par l'État. Voilà. Ne faudrait-il pas une grande loi progressiste sur le droit de savoir des citoyens à l'heure du numérique ? C'est une bonne question et je vais vous poser une dernière question que je pose à tous les invités. Comment vous définiriez, si c'est possible, le monde moderne ? Le monde moderne, je n'aime pas tellement le terme de moderne parce qu'il est tellement galvaudé que, vous savez, vous écoutez la radio ou la télévision, souvent on parle par, comment dire, sont considérés comme modernes, souvent des réactionnaires. Vous voulez démanteler le code du travail, ça c'est moderne. Et ceux qui défendent un monde solidaire sont considérés comme des archéos. Et donc je trouve ce mot qui est assez chaleureux a été détourné de son sens. Et donc je trouve qu'il est devenu un peu asexué ou autorise des contresens. Voilà, donc malheureusement détourné. Donc j'ai une sorte de prévention contre le mot aujourd'hui. Il faudrait lui redonner un contenu plus chaleureux et positif, mais dans le contexte assez déprimé que nous vivons, je ne vois pas ce mot pour l'instant. Je ne vois pas le contenu chaleureux de ce mot. Merci beaucoup Laurent Mauduit. Merci. Je vous invite à lire Main basse sur l'information qui explique en détail ce système de presse français bien malade. Merci. Merci.